Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde. Mon nom est Nicolas Diorio. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la révision judiciaire à l'ère de Vavilov. Nous avons un programme préparé exprès pour vous, programme d'une durée de 60 minutes qui vont passer rapidement puisque en 60 minutes, nous passons en revue en fait 60 années de jurisprudence souvent dense, touffue et évidemment riche en rebondissements. La décision de Vavilov, c'est une décision qui compte quand même 345 paragraphes et nous allons vous amener à l'essentiel. Je vais tout d'abord donc me présenter. Mon nom est Nicolas Diorio, je suis avocat, je suis un associé de BCF. La matière que je vous expose ce matin, j'ai eu l'occasion de l'enseigner à l'université, à l'école du barreau, d'écrire sur le sujet, de donner des conférences, évidemment de la pratiquer au quotidien. Et, entre autres, avec mon associée Geneviève Baudin, à qui je cède la parole pour qu'elle puisse se présenter elle-même. Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être là ce matin avec vous pour vous parler de Vavilov et de la révision judiciaire, très différent évidemment de la COVID qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps. Alors, j'exerce comme mon collègue, en fait, depuis, pour ma part, depuis une vingtaine d'années en droit du travail et de l'emploi. Et puis, évidemment, le droit du travail et de l'emploi, c'est un milieu très propice là, à tout ce qui est révision judiciaire avec les décisions qui sont rendues par les arbitres de grief ou le tribunal administratif du travail, par exemple. Donc, c'est quelque chose que j'ai de l'intérêt depuis fort longtemps. Et puis, autrement, je suis bien impliquée au niveau de l'école du barreau. Je co-rédige avec mon collègue Nicolas depuis une quinzaine d'années le livre de droit du travail pour la collection de droit de l'école du barreau. Et puis, j'y enseigne également le droit du travail. Alors, Nicolas. Bien, on passe à la présentation du plan. Nous sommes maintenant à la troisième diapositive. Excellent. Alors, donc, on a... Oui. Alors, aborder là aujourd'hui, excuse-moi, Nicolas. Donc, on va parler de Vavilov, c'est certain, mais Vavilov, on ne peut pas en parler en vase clos. C'est vraiment une décision qui s'inscrit dans un processus évolutif. Alors, il faut d'abord comprendre les origines, fondements, l'évolution du contrôle judiciaire pour ensuite aborder comme tel Vavilov. Alors, tout ça va nous permettre de comprendre à la fois le contenu de Vavilov, mais également sa portée. Évidemment, on va mettre une emphase importante là, sur le nouveau test qui est élaboré par la Cour suprême, mais également ce que signifie finalement la notion de décision raisonnable. La Cour suprême va venir apporter beaucoup de viande là, à cette notion-là qui restait assez floue. Alors, Nicolas, si on commence par les origines. Oui. Écoutez, tout d'abord, quelques mots, quelques considérations d'ordre technique. Évidemment, la beauté de pouvoir présenter via le médium qu'on utilise, c'est qu'évidemment, moi, je peux le faire à partir de la maison. Je termine ma présentation. Après ça, je peux aller à la cour, faire mon travail. Présentement, on travaille, si je compte juste cette semaine ici, sur 4 dossiers majeurs de révision judiciaire. Et il y en a un 5e qui est en voie de nous parvenir. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que sentez-vous entièrement à l'aise de nous poser des questions. Le médium, évidemment, ne se prête pas à une intervention orale, mais on vous invite à les faire via le clavier, en vous rassurant d'une chose, c'est que si on n'avait pas l'occasion de répondre à vos questions, si vous nous fournissez vos coordonnées, ça nous fera plaisir d'en discuter avec vous. C'est un sujet, comme je vous disais, que nous approfondissons depuis des années et nous gagnons toujours par ces interactions. Il y a une citation de Vavilov, celle du paragraphe 4 qui est à l'écran, qui est clé parce que si on veut avoir une idée d'où on s'en va, le contrôle judiciaire a pour fonction, et notez bien le premier élément, préserver la règle du droit. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en ayant toutes ces législations qui donnent des pouvoirs à des organisations, des organismes administratifs,
qu'on se retrouve un peu dans un état où c'est le règne de l'arbitraire. Donc, la primauté du droit, c'est la première préoccupation de la Cour suprême en l'espèce. Évidemment, tout en donnant, et c'est là l'élément de toute la mesure, c'est que de respecter la volonté du législateur, mais volonté du législateur, oui, mais elle arrête où? Elle arrête là où ça compromettrait la règle de droit. Donc, un guide qui est en fait comme une vision énoncée par la Cour suprême dès le début de cette décision. Je veux voir avec vous maintenant les origines, mais vraiment très brièvement, pourquoi on vous parle des origines du contrôle judiciaire? C'est pour montrer les racines profondes et que malgré le fait qu'à travers les époques, il y a eu des tentatives pour le limiter, le dénaturer, le restreindre et voire même parfois en empêcher l'exercice, à cause de ces racines si fortes que ça, le contrôle judiciaire est là pour rester. Et ce que la Cour suprême a fait dans Vavilov, c'est faire même un acte de foi dans le contrôle judiciaire et de donner des devoirs tant à ce qu'elle appelle les cours de révision, mais que chez nous, au Québec, on appelle la Cour supérieure, ou évidemment, quand on est en droit fédéral, c'est la Cour fédérale, et dans certains cas, c'est la Cour d'appel fédérale, parce que la Cour d'appel fédérale, comme vous le savez, agit parfois en première instance en contrôle judiciaire. Donc, c'est à racine profonde parce que c'est des origines de droit public britannique. On en retrouve, il y a des mentions qui sont énoncées, donc qu'on retrouve dans la Magna Carta. Donc, évidemment, cette Magna Carta qui nous vient du roi Jean, comme vous savez, qui était très mal reçu au début, c'était évidemment le fruit d'un débat entre le roi Jean et la noblesse, les tensions qui se développaient entre eux, les revendications montantes de la noblesse, et qu'il a dû céder du terrain en émettant cette Magna Carta, malgré le fait qu'il a fallu l'émettre et la réémettre à plusieurs reprises, à 3-4 reprises avant qu'elle prenne définitivement racine. Et évidemment, au Moyen-Âge, on s'est retrouvé donc avec, c'était la Court of King's Bench à ce moment-là, qui avait ce pouvoir de s'assurer que cette délégation de pouvoir, d'autorité qui se faisait, bien, elle demeurait dans les confins de la délégation, elle n'allait pas au-delà. On arrive ensuite avec la souveraineté parlementaire, la souveraineté du Parlement, mais la souveraineté du Parlement, la clé de ça, c'est de s'assurer que ce que le législateur a fait comme loi, l'entité qui va l'administrer aux justiciables, aux citoyens, va demeurer dans les confins de ce que la loi lui a tracé. Et amène quoi ensuite? Bien évidemment, la mise en évidence, en fait, je dirais, ce qui fait ressortir et donne toute son importance au rule of law, que parfois on dit la règle de droit, mais aussi la primauté du droit, c'est l'expression qui est consacrée par la Cour suprême. Alors, tout ça, on l'a, nous, au Québec. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a eu la proclamation royale de 1763, qui a fait suite au traité de Paris, qui, elle, faisait suite, c'est cette entente-là, ce traité-là faisait suite à la guerre de 7 ans, qui était, en fait, on l'oublie, mais c'était la première vraie guerre mondiale à l'époque, parce que les pays structurés, les États structurés s'étaient retrouvés au centre de ce conflit-là. Il y a eu donc des territoires qui ont été cédés par la France à la Grande-Bretagne, dont la Nouvelle-France, et ce qui fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans la proclamation royale en faisant en sorte que le droit public anglais était reçu à ce qui allait devenir le Québec. Et il faut avoir à l'esprit aussi que, comme je vous dis, cette proclamation royale, elle est même mentionnée expressément en ce qui concerne les droits des Autochtones à l'article 25 de la Charte canadienne. C'est donc un document majeur à considérer et qui démontre l'emprise, mais surtout la racine et les racines importantes et majeures du contrôle judiciaire. Donc, on arrive maintenant aux fondements. Quand on regarde les fondements du contrôle judiciaire, je me trouve maintenant la diapositive numéro 7, et je vous rappelle que je ne suis pas en présence de Geneviève, mais Geneviève change les diapositives. Alors, Geneviève, tu peux changer à 7, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu le vois? Alors, voilà. Alors, le voilà. Donc, et là, ici, le concept, si vous regardez dans la marge à gauche, compétences inhérentes des cours supérieures. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui est à droite, c'est le fondement
de ses compétences inhérentes. Donc, la loi constitutionnelle de 1867, article 96, la nomination des juges, les salaires, la retraite, le respect des lois qui est en vigueur et des instances qui est en vigueur. Ça se retrouve dans la loi constitutionnelle de 1882. Et, de toute façon, on a des dispositions législatives, 34, 49 et évidemment 529 du Code de procédure civile. Une mention importante qu'on a de la diapositive ici, sur laquelle moi je veux m'arrêter quelques brefs moments. Si tu veux retourner à la diapositive numéro 7, s'il vous plaît, Geneviève. Oui. Donc, la distinction, les pouvoirs organismes administratifs ont le pouvoir de réviser leurs propres décisions. Parfois, c'est dans la loi, mais ce n'est pas toujours dans la loi. Gardez-le donc à l'esprit, parce que c'est un pouvoir qui est reconnu par la jurisprudence à tous les organismes administratifs. Que quand ils ont des faits nouveaux qui les amèneraient à reconsidérer leurs décisions, à ce moment-là, parfois, il faut suivre le mécanisme s'il y en a un dans la loi, mais s'il n'y en a pas, on peut le demander même séance tenante. Et ça peut arriver sur quelque chose d'aussi banal, mais parfois crucial, qu'une objection à la preuve qui a été tranchée, rendue par le tribunal administratif, mais qui omet un élément important ou il survient un autre élément, et là, on lui demande de reconsidérer. Je poursuis donc. Et un élément sur lequel, notez sur cette diapositive le troisième élément, le mérite de la décision. C'est là qu'on est avec Vavilov, parce qu'on oublie toujours que les conditions d'ouverture au contrôle judiciaire, elles sont de l'ordre de 3. Le premier, c'est le manquement au principe de justice naturelle. Alors, vous êtes un tribunal administratif, vous tenez une audition, je suis une des parties concernées, mais vous ne m'avez pas convoqué. Il n'y a pas de débat à avoir sur quelle est la norme de contrôle, puis est-ce que c'est la question de la décision correcte ou décision raisonnable qui s'applique. Ici, c'est un manquement, la décision, elle est nulle. Et ça fait en sorte qu'à ce moment-là, il y a immédiatement ouverture au contrôle judiciaire. Absence de compétences rationnées matérielles ou rationnées personnées. Il y en a quelques mentions dans Vavilov. Comme le premier élément, on va parler de l'équité procédurale, mais ce n'est pas du tout la même chose qui est question ici. Moi, je vous parle des manquements au principe même de justice naturelle. Ça, ce n'est pas mentionné comme tel, parce que ce n'est pas de ça qui est question. Et absence de compétences rationnées matérielles ou rationnées personnées. Je dois dire qu'il y en a encore là quelques mentions, mais évidemment, une loi prévoit une obligation pour un citoyen canadien, mais moi, je suis citoyen américain. Bien, évidemment, la loi ne s'applique pas à moi. Et si on m'imposait des sanctions de ce fait-là, bien évidemment, on n'avait même pas compétence au début même. Donc, il y a nullité, et cette nullité, elle est nulle, elle est de caractère nul ab initio au début même. Donc, on est dans le troisième, le mérite de la décision, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, parce que si vous avez des questionnements sur les 1, 2, bien évidemment, la jurisprudence en la matière continue à trouver application. Donc, nous, on est dans cette troisième condition. Maintenant, donc, troisième étape, l'évolution comme telle de l'approche préconisée par la Cour suprême pour la révision judiciaire. En fait, on les a divisées en 4 grandes étapes et la 5e devient là, Vavilov. Alors, on a commencé avant 1979, c'était la doctrine de la condition préalable. Donc, ça, c'était valable jusqu'en 1979. On va les voir un peu plus en détail par la suite. Et par les autres étapes, je vous dirais, qui sont venues à peu près dans une distance de 10 ans. En fait, à chaque décennie environ, la Cour suprême revoit son approche. Donc, ça a fait lieu à la différence judiciaire, l'analyse pragmatique et fonctionnelle. Puis enfin, Dunsmuir et aujourd'hui, Vavilov. Alors, si on regarde la première doctrine, donc celle de la condition préalable, c'est celle qui était antérieure à une décision qui était clé dans la révision judiciaire, qui a été rendue en 1979 par la Cour suprême, qui s'appelle Société des alcools du Nouveau-Brunswick. Donc, avant cette décision-là, il y avait cette doctrine qui s'appliquait essentiellement. Il y avait 2 types d'erreurs. Donc, l'erreur sur la compétence et l'erreur qui était dans l'exercice de la compétence, donc intra-juridictionnelle. L'erreur de compétence, en fait, c'était tout ce qui pouvait toucher les questions préliminaires, incidentes à
la question principale que devait trancher l'organisme administratif. L'organisme administratif devait trancher cette erreur-là, devait trancher cette question-là, excusez-moi, mais quand elle le faisait, elle ne devait pas errer parce que ça délimitait sa compétence. Alors, à ce moment-là, les tribunaux supérieurs pouvaient intervenir selon la norme de la décision correcte. Pour ce qui est des autres types d'erreurs, donc dans l'exercice de sa compétence, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir une emprise pour les cours supérieurs à l'égard de ces questions-là. Alors, on distinguait s'il n'y avait pas de clause privative dans la loi en question. À ce moment-là, il y avait quelques révisions judiciaires qui étaient possibles, mais on laissait aller plusieurs erreurs. Et quand le législateur avait prévu une clause privative, à ce moment-là, il n'y avait tout simplement pas de révision judiciaire possible. Alors, cette doctrine-là a eu deux effets principalement. Le premier, c'est que les cours, à ce moment-là, supérieurs, n'avaient pas beaucoup de déférence à l'égard des organismes administratifs. Alors, elles voulaient intervenir, donc elles ont interprété de façon très large la notion de compétence pour leur permettre d'examiner les questions qui avaient été faites par les tribunaux administratifs. Donc, première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que les législateurs, eux, se sont retournés et ont dit, à ce moment-là, nous, on va en faire des clauses privatives et on va rajouter aussi des clauses exclusives pour trancher certaines questions. Donc, les législatures ont vraiment mis des clauses très, très spécifiques. En fait, ils étaient tellement béton à un certain point où certaines d'entre elles ont été déclarées inconstitutionnelles. Donc, ça, on était à l'époque avant 1979. Arrive la décision dont je vous parlais tout à l'heure, Société des alcools du Nouveau-Brunswick. Alors là, on a tout un retour de balancier. On va abandonner la doctrine que je vous parlais à l'instant et on va mettre beaucoup plus d'emphase sur la déférence judiciaire. On va avoir encore deux types de questions. Les questions de compétences. On va voir, là, ça va continuer les questions de compétences puis à faire couler beaucoup d'encre jusqu'à Vavilov. Donc, on a toujours les questions de compétences avec la norme de la décision correcte. Mais cette fois-ci, les questions de nature intrajuridictionnelle vont pouvoir être révisées selon, là, un nouveau vocable, la norme de la décision manifestement déraisonnable, qu'on va voir qui va se poursuivre pendant plusieurs années encore. Mais dès cette époque-là, on a des questionnements à savoir, est-ce qu'on devrait vraiment avoir la notion de compétence? C'est assez flou. Et finalement, on va attendre jusqu'en 2019 avec Vavilov qui va éliminer là, ces types de questions-là. Par la suite, Nicolas, on a l'approche pragmatique et fonctionnelle avec Bibeau, que, entre autres, tu as eu l'occasion de plaider à quelques occasions. Oui, en fait, donc, Bibeau, 1988, donc, vous avez remarqué, Société des alcools 79, Bibeau 88, et remarquez, à peu près aux 9-10 ans, il y a quelque chose qui se produit de majeur et qui vient, en quelque sorte, constituer comme une remise en question, mais qui, à la base même, dès qu'elle est énoncée, contient les semences du prochain débat qui s'en vient. Alors, on le voit tout de suite parce que dans Bibeau, on parle d'analyse pragmatique et fonctionnelle. C'est la terminologie qu'on introduit. Alors, évidemment, tout le monde se demande, c'est quoi ça, une analyse pragmatique et fonctionnelle? Parce qu'évidemment, on est toujours dans cette espèce de situation-là que c'est une question de compétence. Mais qu'est-ce que c'est une question de compétence? Et c'est ça qu'on cherche. Alors là, on revient donc en établissant des critères pour ça. Ce qui veut dire que c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va toujours se poser la question, mais est-ce qu'on retourne dans Bibeau? Bien là, évidemment, on ne retournera pas dans Bibeau, mais il peut y avoir des passages qui sont des énoncés sur le contrôle judiciaire qui peuvent être utiles, mais c'est sûr qu'on ne retournera pas dans l'analyse pragmatique et fonctionnelle. C'est une façon qui était élaborée dans ça pour identifier c'était quoi une question de compétence qui n'existe plus, qui est remise, qui a été écartée et que la Cour suprême ne reconnaît plus. Et là, évidemment, on le voit, je vous disais que Bibeau 88, après ça, on arrive avec Saltam. Saltam, c'est 97, donc quand je vous dis, il se passe 9, 10, 11 ans, et on arrive avec une autre ondée de renouveau de la part de la Cour suprême. Qu'est-ce qui est la particularité de Saltam? C'est évidemment d'introduire le concept de raisonnable simplicitaire. Je
je vous résume très... Alors, on avait la norme de la décision correcte, on avait la norme de la décision raisonnable, mais et évidemment, il y avait le simplement raisonnable, le raisonnable. Alors, le simplement raisonnable, on l'avait donc appelé simplicitaire, et il y avait le manifestement déraisonnable. Et donc, décision correcte, décision simplicitaire, raisonnable, ou simplement raisonnable, et la décision manifestement raisonnable. Pourquoi simplicitaire? Parce qu'il y arrivait des situations où il y avait des tribunaux administratifs qui exerçaient des fonctions d'appel. Et là, on allait en contrôle judiciaire de cette décision-là en appel. Et là, on se posait la question, on se disait, oui, mais pour le tribunal administratif de première instance, c'est manifestement raisonnable, mais là, c'est en appel, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait donc introduit cette distinction-là du raisonnable simplicitaire. Alors, quand on regarde, on se retrouvait donc avec 3 normes, qui étaient celles de la décision correcte. Et ça, évidemment, on disait que le législateur ne voulait pas que cette question, qui est particulière au pouvoir décisionnel exclusif de l'organisme administratif, qu'on laisse les cours supérieurs se faire empêcher d'intervenir pour rétablir la situation. Okay? Alors, ça, c'est donc pas laissé au pouvoir exclusif de l'organisme administratif. Et ensuite, le raisonnable simplicitaire. Alors là, il faut rechercher de manière plus approfondie dans les motifs. Donc, l'exemple que je vous donnais, celui où c'est une décision qui est en appel. Donc, c'est un tribunal administratif, mais qui a rendu une décision en appel parce que c'est un tribunal administratif, comme il en existe, qui agit en appel. Et il y a évidemment le manifestement déraisonnable, celui où le tribunal est donc clairement cantonné, après l'analyse qu'on a fait, l'analyse pragmatique et fonctionnelle, il est clairement cantonné dans sa compétence. Et là, c'est une décision qui doit être manifestement déraisonnable. On a ensuite 98, donc à peu près à la même époque, Pushpanathan. Donc, vous voyez la manière, il y a un arrêt, il y a un autre arrêt, puis il y a un autre arrêt qui vient préciser. Et ici, dans Pushpanathan, ce qu'on voulait établir, c'était le degré de référence. Et pourquoi on vous le mentionne ici par le degré de déférence? Parce que dans Vavilov, ce qu'on va constater, c'est qu'évidemment, il y a une majorité de 7 juges, une minorité de 2 juges, et ce qui va vraiment braquer la minorité, au point où il y a du langage assez dur qui est utilisé de part et d'autre. On est assez peu habitué à ça au Canada, au niveau de notre Cour suprême. C'est différent dans d'autres pays, même si on regarde juste à côté de nous aux États-Unis. Et c'est évidemment, Pushpanathan voulait venir renforcer le degré de déférence qu'il fallait avoir. Et ça, maintenant, c'est remis en question par Vavilov. En fait, certainement, la minorité dans Vavilov accuse la majorité d'avoir écarté ce qui était la pierre angulaire de la révision judiciaire des 50-60, des 50 dernières années. Et là, évidemment, on aboutit à Don Dimir, où on avait voulu, 10 ans plus tard, faire un effort de simplification. L'effort est un bon mot, Nicolas. En fait, la Cour suprême a tenté de faire une simplification, mais force est de constater, là, en 2019, dans Vavilov, la Cour suprême dit, bien, finalement, ça n'a pas fonctionné, cette simplification-là, ça a peut-être empiré un peu les choses, peu importe, donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais Don Dimir, essentiellement, ça voulait quand même un effort de simplification à 2 égards. Donc, premièrement, on a réduit le nombre de normes applicables. Alors, tout à l'heure, Nicolas parlait de 3 normes. Et là, on se retrouve avec 2 normes. C'est la décision correcte qui est toujours là. Mais on a jumelé le manifestement déraisonnable et la décision raisonnable simplicitaire en une seule, qui devient la norme de la décision raisonnable. Donc, on réduit quand même. Norme de la décision correcte, toujours où la Cour supérieure va pouvoir indiquer qu'est-ce qu'elle aurait indiqué. Donc, regardez vraiment le fond. Et pour ce qui est de la norme de la décision raisonnable, il y a des courts passages de la Cour suprême dans Don Dimir qui expliquent brièvement ce qu'est la décision raisonnable et on fait référence à la justification, la transparence, l'intelligibilité et on indique qu'il doit avoir appartenance à la décision aux issues possibles acceptables. Donc, même si la Cour suprême a quand même dit un mot dans Don Dimir sur la justification comme telle d'une décision, en bout de piste,
les tribunaux par la suite et les plaideurs, je vous dirais, ont mis beaucoup l'emphase sur cette dernière section-là, c'est-à-dire, est-ce que la décision appartient à une issue possible acceptable? Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a mis beaucoup plus l'emphase sur le résultat de la décision. Est-ce que ce résultat-là est raisonnable ou pas? Et on n'a pas tant regardé tous les motifs, tout ce qui précédait le résultat. Ce que Vavilov change, parce qu'on met aussi beaucoup l'emphase, oui, sur le résultat, mais également sur les motifs dans la dernière décision de la Cour suprême. Donc, excusez-moi, on simplifie en réduisant le nombre de normes, mais également, on veut simplifier la démarche. On va dire qu'elle va être pour décider quelle norme doit s'appliquer. On va d'abord référer à la jurisprudence antérieure. On va dire, s'il y a déjà des décisions qui ont indiqué quelle norme devait s'appliquer dans telle situation, c'est ça qu'on va suivre. Et sinon, on se retrouve avec le test antérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une clause privative, c'est quoi le degré d'expertise du tribunal, etc. Donc ça va être vraiment évacué comme on va voir dans Vavilov. Donc dans Vavilov, décision rendue juste avant Noël en 2019. On voit, donc 2019, Dunsmuir était à 2008, comme on disait, là, un cycle à peu près de 10 ans où la Cour suprême vient revoir les fondements, sa vision des choses pour la révision judiciaire. C'est une décision qui est très étoffée. En Vavilov, 266 pages. On a 7 juges pour la majorité et 2 pour la minorité, qui sont Abela et Karakatsanis. Comme dit Nicolas, on va le voir tantôt, des propos assez peu élogieux l'un envers l'autre, majorité, minorité. Mais essentiellement, donc, dans la décision, on va revoir le cadre de comment on va déterminer la norme de contrôle, mais on va aussi venir expliquer qu'est-ce que la décision raisonnable en question. Alors, Nicolas, si tu veux commencer avec les faits. Oui. Donc, peut-être juste une petite pause ici pour se resituer. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que la manière que les cours avaient trouvé pour s'introduire dans la révision judiciaire, c'était celle sur la question de la compétence. Parce qu'on se disait, c'est quelque chose qui va être important, parce que si on détermine que c'est une question de compétence, à ce moment-là, on peut donc intervenir. Et c'est là que ça a commencé le problème. Donc, c'est un débat qui a commencé il y a très longtemps, comme on vient de le voir par évidemment ce parcours rapide de la jurisprudence. Quand dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était de la révision judiciaire. On voulait contrôler la décision, mais parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas contrôler la décision, on y allait par le biais de la question de compétence. Et ça a donné lieu donc à toute cette mécanique qui faisait que, je dois vous dire, au cours des années, on plaidait la révision judiciaire, puis des fois, c'était vraiment enchevêtré. Imaginez quand on s'était retrouvé avec la norme du raisonnable, simplicitaire. Là, il fallait décider si c'était simplement raisonnable, qu'on exigeait que la décision soit, ou qu'il fallait qu'elle soit manifestement déraisonnable pour que la Cour intervienne. Alors, ça donne une idée du genre de débat qu'on pouvait avoir. Les faits dans Vavilov était tellement important que même la Cour suprême dans Vavilov vient dire que c'était un des problèmes. C'était qu'on focusait sur quelle est la norme applicable plutôt que parler du fond. Puis la Cour vient dire même un justiciable va voir un avocat pour dire est-ce que je peux porter en révision judiciaire, est-ce que j'ai des bonnes chances de succès? Et la Cour vient dire même l'avocat ne peut pas garantir ne peut pas être certain quelle est la norme de contrôle applicable, alors encore moins du résultat de la révision judiciaire. Donc, quand on arrive dans Vavilov, je vous donne des faits, parce qu'on va voir que les faits vont être importants à la toute fin pour comprendre vraiment qu'est-ce que la Cour suprême a fait. Puis je vous pose la question suivante, parce que pensez-y vous-même, est-ce que vous auriez accordé, vous, la révision judiciaire? Donc, est-ce que vous auriez conclu que cette décision-là était déraisonnable? Donc, Vavilov, il est né à Toronto. Et en 2010, à ce moment-là, il a 16 ans. Donc, Vavilov, il est né en 1994. Il a un passeport canadien. C'est digne d'un film d'espionnage, l'histoire. D'ailleurs, il y a une télésérie qui a été faite qui s'appelle The Americans qui a été faite. Ses parents, c'est des gens qui ont une fausse identité. Ils se font passer pour des Canadiens. En fait, ils sont nés en Russie, ils sont allés à l'école en Russie, ils sont allés à l'université, ils se sont connus là-bas, ils se sont mariés. Ils sont enrôlés dans le KGB, ils sont devenus des agents du KGB et ils se sont fait confier cette mission de venir s'installer, de prendre une identité. Comment ils font ça? Juste,
pour comprendre l'ampleur de la situation. Le père, bien, les services secrets, évidemment, retracent un diplomate canadien dont le fils est mort à l'âge de 7 semaines en 1960. Bien, ça, ils prennent l'identité de ce bébé mort à 7 semaines, et ça va être l'identité du père de Vavilov. Et lui, évidemment, il est au Canada, il étudie, imagine, il étudie à l'Université Harvard, c'est un diplômé de l'Université Harvard. D'abord, il étudie avec le président Calderon, mais il n'était pas président. À l'époque, il était simplement... Felipe Calderon, à ce moment-là, était simplement un étudiant comme lui, mais ils se sont liés d'amitié. Ça vous donne une idée de à quel point il était intégré à la société. Et pourquoi je mentionne ça? Parce qu'évidemment, Alexander Vavilov, lui, va dire qu'il n'était pas du tout au courant de la situation. Son frère Timothée, qui est 4 ans plus vieux que lui, le FBI rapporte, on trouve dans un rapport une mention à l'effet que Alexander avait 16 ans à l'époque, en 2010, quand les parents ont été découverts. Le frère Timothée avait 20 ans. On rapporte que Timothée, à ce moment-là, était en démarche pour se joindre au projet de ses parents. Alors, ça fait en sorte que, évidemment, du jour au lendemain, lui, il apprend qu'il n'est pas Canadien, que qui il pensait être, il ne l'est pas. C'est pas ça qu'il est. Il apprend ça quand ses parents sont arrêtés aux États-Unis. Et ses parents sont arrêtés aux États-Unis et peu après, là, une question comme 2 semaines après, entre le moment où ils sont arrêtés et le moment où ils sont expulsés des États-Unis, lui et son frère font un voyage et ils aboutissent en Russie, ce qui est une circonstance un peu particulière pour quelqu'un qui ne sait pas qui est russe, de se retrouver dans ces circonstances-là. Donc, comme vous allez voir à la prochaine diapositive, en 2014, son certificat de citoyenneté est révoqué. Et la question se pose parce que c'est l'application de l'article 3.2a de la loi sur la citoyenneté. L'article 3, paragraphe 1, dit que si on est né au Canada, on est citoyen canadien. 3.2a dit « sauf si », et là, on est, exemple, les enfants de diplomates ou au service, les mots importants, c'est au service au Canada d'un gouvernement étranger. Alors, la greffière à la citoyenneté, elle a isolé ces paroles-là. Elle a dit vos parents sont au service au Canada d'un gouvernement étranger. En l'occurrence, ils travaillent pour le KGB, qui est une entité là-bas. Alors, ça, c'est sur quoi elle a fondé sa décision et ses autres décisions, parce qu'il y a eu toute une série de procédures. À un moment donné, il se trouve à l'ambassade de Buenos Aires en Argentine. Je ne sais pas comment il se retrouve là-bas. Et à partir de là-bas, même, il fait une demande de passeport. Il y a eu une période où le gouvernement avait même consenti à chercher à régler. Mais évidemment, il y a des rapports qui rentrent des agences de renseignement qui font en sorte éventuellement qu'on décide. Alors, quand on arrive en cour fédérale, la décision de la greffière se pose donc, et on le voit à la diapositive 21, se pose donc la question de savoir est-ce qu'on a respecté l'équité procédurale? Parce que le greffière lui a donné l'occasion de faire des observations. Évidemment, Vavilov voulait avoir toute la preuve que disposait et à laquelle avait accès la greffière à la citoyenneté. Cour fédérale, première instance, elle dit l'équité procédurale a été respectée et on le dit que la décision est une décision raisonnable. La Cour d'appel fédérale. Alors là, la Cour d'appel fédérale, on vous met à l'écran ici une citation. On dit, en effet, même si certaines ne sont pas d'accord, je suis d'avis que le droit n'est pas encore fixé sur ce point. Sur quel point? La décision correcte. La norme de décision correcte aux normes d'équité procédurale. Alors, on reprend un débat sur la norme, quel est le type de décision, comment on le définit, est-ce que c'est une décision correcte ou pas, et qu'est-ce qui en découle. Alors, c'est toujours le débat, comment identifier les situations où on exige la décision correcte. Alors, et ici, elle est d'avis que c'est la norme de la décision raisonnable. Et un autre élément que je veux attirer votre attention, c'est que cette décision de la Cour d'appel fédérale nous amène en Cour suprême. Et notez, en Cour suprême, dans Vavilov seulement, il y a 32 parties intervenantes.
il y a 52 avocats qui sont représentés par 52 avocats devant la Cour. Ça, c'est sans compter tous ceux qui ont aidé ces avocats et avocates à préparer leur dossier. Le même jour, il y a une décision dans Bell qui est rendue et qui concernait évidemment le signal du match du Super Bowl. Et il y a une décision dans Canada Post qui est rendue le lendemain. Juste dans Bell, il y avait 48 intervenants. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mobilisées pour arriver à cette décision qui est Vavilov. Donc, on arrive là après la Cour d'appel fédérale, comme tu dis, Nicolas, on s'en va à la Cour suprême. Donc, dès la décision de la Cour suprême dans la demande d'autorisation, la Cour va dire, bien, c'est son occasion pour se pencher à nouveau sur le droit applicable en matière de contrôle judiciaire. Donc, habituellement, les autorisations pourvoient les décisions si on le rejette ou on l'accueille. Mais là, la Cour va indiquer que c'est pour elle l'occasion de revenir sur la norme de contrôle. Alors, il y a deux aspects que la Cour suprême va vouloir examiner. Le premier, c'est comment on va déterminer la norme. Puis le deuxième, c'est ce que signifie la norme de la décision raisonnable. Et dès le départ, la Cour suprême va préciser qu'elle veut renforcer la culture de justification. Nicolas, c'est un mot qu'on va retrouver à quelques occasions, là, une expression qu'on va retrouver quelques occasions dans la décision, la culture de justification, donc qui va nous amener à regarder beaucoup plus les motifs donc, de la décision et non seulement le résultat, comme plusieurs tribunaux l'ont fait suivant Dunsmuir. La Cour suprême rappelle également toute l'importance du processus décisionnel administratif. Donc, dans un paquet de domaines, on va retrouver des décisions administratives, oui, en immigration, comme dans l'affaire de Vavilov, mais également, là, par exemple, dans valeurs mobilières, droit du travail, etc. Donc, la Cour a un souci de bien prendre en considération tous ces domaines-là pour appliquer des notions qui vont être le plus simples possible à l'ensemble de ces secteurs. Donc, Nicolas en a fait mention, là, donc la Cour, il va y avoir 27 intervenants dans ce dossier-là, 2 amis de la Cour qui vont être nommés, 3 journées d'audience, hein, quand même en Cour suprême, donc c'est assez extraordinaire pour entendre le dossier. Et tout à l'heure, on mentionnait là, les propos là, qui étaient faits l'un envers l'autre, la majorité, la minorité, comme on disait, il y avait 7 contre 2 dans l'arrêt de la Cour suprême. On vous en a cité juste simplement 2. Alors, la minorité, par exemple, qui considère que la majorité là, ébranle la confiance publique, c'est un mépris des précédents de la règle du stare decisis, alors que la majorité va répondre à la minorité en disant « Nos collègues dénaturent notre cadre d'analyse, c'est une grossière exagération, etc. » Donc, des propos assez durs l'un envers l'autre. Donc, la minorité, soit dit en passant, elle va être d'accord avec une certaine partie du cadre d'analyse, d'avoir une présomption, mais c'est toute l'analyse qu'en fait, que ça découle par la majorité, qu'elle ne sera pas nécessairement d'accord et de façon assez intense. Alors, donc, les raisons de la remise en question, comme je dis, 2 aspects qu'on remet en question. Comment on va déterminer la norme de contrôle? Et sur cet aspect-là, on dit essentiellement, bien, Dunsmuir, elle n'a pas offert la simplicité et la prévisibilité espérée. Comme je vous disais tout à l'heure, on voulait simplifier le processus, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a un manque de clarté évidente. Les tribunaux ont de la difficulté à saisir quelle est la norme applicable et comment l'appliquer. Et pendant ce temps-là, ben, on s'écarte du fond. Plutôt que passer du temps sur le fond du dossier, on passe beaucoup de temps, des coûts et de l'énergie sur comment déterminer la norme de contrôle. Alors, la Cour suprême le dit elle-même, c'est un changement de cap. C'est les termes qu'elle utilise, mais elle dit ce changement de cap-là est quand même nécessaire pour assurer une cohérence puis une prévisibilité du droit dans l'avenir. Et c'est ça que la minorité n'est vraiment pas d'accord parce qu'elle dit vous allez tellement contre des précédents que vous déstabilisez le droit. Mais la Cour suprême est consciente de ce changement de cap-là, mais elle dit que c'est vraiment nécessaire pour l'avenir. Le deuxième aspect, donc pourquoi on a une remise en question, c'est, comme je vous dis, comment expliquer
qu'est-ce que la décision raisonnable? C'est quoi cette norme-là? Dans Dunsmuir, il y avait quelques passages qui expliquaient c'est quoi la décision raisonnable, mais c'était peu élaboré et les tribunaux allaient de l'un à l'autre pour essayer de comprendre, mais beaucoup le focus était sur le résultat. Mais là, la Cour suprême va vouloir venir expliquer ce que ça signifie comme tel, la décision raisonnable, d'autant plus qu'elle est appliquée, comme je vous disais, dans plusieurs secteurs. Et on revient aussi sur la culture de législation, comme on voit ici. Alors, le cadre d'analyse en question. C'est quoi le cadre d'analyse qui est proposé? Alors, c'est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, jusqu'à présent, on voyait, donc, c'est quoi les types de questions et là, quel cadre d'analyse qu'on va avoir, quelles normes on va appliquer. Là, présentement, on fait un peu table rase de ça et on va présumer que la norme de contrôle applicable à toutes les décisions, c'est la norme de la raisonnabilité. Évidemment, on parle juste des questions au fond d'un dossier, comme disait Nicolas, là, donc c'est la troisième catégorie que Nicolas expliquait tout à l'heure. On ne parle pas, par exemple, des manquements aux justices naturelles. Alors, pourquoi on arrive avec une présomption sur la raisonnabilité? C'est assez particulier. Dans le fond, la Cour suprême vient dire qu'il y a une expertise inhérente du décideur. Donc, si le législateur a confié à tel tribunal, tel organisme, de décider des questions sur, exemple, le droit le nombre du travail ou peu importe, alors, c'est une expertise inhérente à cet organisme-là de trancher toutes les questions qui s'en suivent. Alors, c'est très différent de l'approche avant, que l'expertise du tribunal faisait partie des éléments à considérer pour déterminer quelle est la norme de contrôle. Mais là, on se dit, ils sont des experts et de ce fait, ça nous permet d'avoir une présomption de la raisonnabilité d'une norme raisonnable. Donc, vraiment différent comme approche. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on a cette présomption-là qu'il n'y a pas de possibilité là, de révision judiciaire, mais selon cette norme de raisonnabilité-là. Maintenant, la présomption, oui, elle s'applique. Par contre, elle a deux grands types d'exceptions. La première, c'est lorsque l'intention claire du législateur est à l'effet d'appliquer une autre norme. Et la deuxième, la primauté du droit qui requérait une autre norme. Alors, on va examiner les deux exceptions en cause. Donc, la première, comme je vous dis, c'est l'intention du législateur d'indiquer une autre norme. Alors ça peut arriver dans deux situations. La première, comme vous voyez à l'écran, c'est lorsque dans la loi comme telle, le législateur va dire, bien, pour tel type de question, la norme de contrôle va être X. À ce moment-là, on écarte la présomption de la raisonnabilité, puis on va appliquer la norme en question. La deuxième possibilité, ou que l'intention du législateur d'indiquer une norme, c'est lorsqu'il y a un mécanisme d'appel qui est prévu par la loi. Donc, à ce moment-là, on va y aller avec les critères, les normes qui sont applicables au processus d'appel et non au processus de révision judiciaire. Alors, comme on voit à l'écran, question de droit, c'est une décision correcte. Quand c'est des questions de fait ou questions mixtes de fait et de droit, c'est l'erreur manifeste et déterminante. Donc, on s'écarte de façon importante de la jurisprudence à cet égard-là, parce que même s'il y avait des mécanismes d'appel dans plusieurs lois, les cours de révision prenaient pour acquis qu'on continuait quand même à appliquer le modèle de la révision judiciaire. Donc, ils faisaient fi du mécanisme d'appel et des normes qui sont applicables au mécanisme d'appel. Alors ça, c'est un changement de cap important qui est d'ailleurs critiqué par la minorité, mais le fait qu'on ne prenait pas en considération les mécanismes d'appel était lui-même contesté auparavant. Donc, quand il y a un mécanisme d'appel prévu dans la loi, on va appliquer les critères qui sont liés à ce mécanisme d'appel-là. Deuxième exception où on va écarter la présomption de raisonnabilité, c'est lorsque c'est nécessaire pour la primauté du droit. Donc, il y a trois situations qui sont prévues par la Cour suprême à cet égard-là, et ces éléments-là dont on va amener la norme de la décision correcte. La première, c'est les questions constitutionnelles. Donc, évidemment, quand on parle, exemple, de partage des compétences entre le fédéral, le provincial, etc., on n'est pas question d'appliquer une norme de la raisonnabilité. Il faut que la décision soit correcte. Ça, c'est la première exception. À l'égard de la Constitution, la Cour suprême vient quand même faire une mention sur la Charte. Comme vous savez, possiblement, entre autres au Québec, il y a une jurisprudence importante qui a été développée
à l'effet de distinguer entre lorsqu'on applique la charte et lorsqu'on l'interprète. Alors, quand on applique la charte, à ce moment-là, s'il y a une erreur, c'est normalement la norme de la décision raisonnable. Et quand on interprète la charte, évidemment, à ce moment-là, ça a une conséquence beaucoup plus grande par la suite par rapport à d'autres dossiers. Là, c'est la norme de la décision correcte. Et à cet égard-là, la Cour suprême a clairement indiqué dans Vavilov qu'elle ne voulait pas revenir sur ce principe-là, qu'il allait continuer à s'appliquer. Donc, ça, c'est question constitutionnelle. Deuxième possibilité d'avoir une décision correcte, c'est lorsque c'est des questions de droit d'une importance capitale pour le système juridique. Donc là, on veut des éléments, c'est des questions qui doivent être traitées de façon uniforme, cohérente dans l'ensemble du droit. On veut une certitude juridique. À ce moment-là, c'est la norme de la décision correcte qui va s'appliquer. Comme par exemple, on a eu le cas de la neutralité religieuse de l'État. Donc ça, c'était un exemple de questions d'importance capitale. La troisième exception à la présomption, pour dire que c'est la primauté du droit requiert qu'il y ait une décision correcte, c'est la délimitation des compétences respectives d'organismes administratifs. Donc, évidemment, on ne veut pas avoir de conflit entre les tribunaux administratifs. Alors, par exemple, s'il y a un litige, puis on doit déterminer si c'est un arbitre de greffe qui doit l'entendre ou encore le tribunal des droits de la personne, à ce moment-là, la norme de la décision correcte va devoir s'appliquer. Alors, comme disait mon collègue Nicolas tout à l'heure, un aspect important de Vavilov, vous l'avez constaté, va complètement écarter la catégorie de questions liées à la compétence. Et depuis le début, qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce qu'on doit inclure, etc., ça faisait l'objet de beaucoup de débats. Mais là, la Cour vient vraiment évacuer toutes ces questions-là pour se concentrer sur la présomption et sur les exceptions que je viens de vous énumérer. La Cour indique que ces exceptions-là, donc la norme correcte va s'appliquer, sont pour l'instant exhaustives, mais elles ne ferment pas la porte, en fait, à ce qu'il y ait d'autres exceptions éventuellement. Par contre, s'il y a des exceptions qui s'ajoutent, ça devra aussi répondre là, aux critères soit de l'intention du législateur clairement établi ou encore des raisons qui seraient motivées par la primauté du droit. Vous avez là, à cette page-ci, un résumé, en fait, des différents noms que je viens de vous expliquer. J'en profite juste pour vous indiquer, si vous avez besoin par la suite de la présentation PowerPoint, ça sera possible pour vous de nous écrire, puis on va pouvoir vous transmettre le tout. Oui, alors voici, on arrive donc maintenant au cadre d'analyse révisé, l'exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Ayez à l'esprit ceci. La Cour suprême a insisté, et ça va être majeur pour les années à venir. La Cour suprême insiste que dans les 50, 60 ans de jurisprudence qu'elle a passé en revue, et que nous, on a dû évidemment passer rapidement, mais sur lequel on a voulu attirer votre attention, très peu d'énergie a été mise sur comment mettre en œuvre, comment l'exercer, cette fonction d'examen, d'appliquer la norme de la décision raisonnable. Alors, ils ont établi une grille ici qu'on voit, et moi, je vais les reprendre une à une, ces mentions-là, chacune de ces mentions-là étant quelque chose qui nous guide dans la détermination, est-ce que le tribunal administratif a exercé, et pas juste exercé, mais a conclu et a motivé les trois éléments, sa décision, et ce qui en fait que c'est donc une décision raisonnable. Alors, on y va à tour de rôle. La première, c'est l'équité procédurale et le contrôle judiciaire sur le fond. On vous donne des éléments qui sont ici, parce qu'oublions pas, dans Vavilov, c'est pour ça que je vous mentionnais certains des faits, c'était une question d'équité procédurale. J'attire votre attention sur la troisième puce, la citation, la justification de la décision, ainsi que la transparence. Donc, justification, 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 transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel. Voyez-vous, c'est pas juste que, parfait, la conclusion, avant on disait, bah, la conclusion, ça fait partie d'un ensemble d'issues, c'est correct. Ça, c'est rejeté totalement, qu'on va le voir dans quelques instants. Et c'est maintenant rendu, on veut que les tribunaux administratifs fassent leur travail. Entendez la preuve, donnez la chance aux gens de se faire entendre.
de faire leur représentation. Ensuite, délibérer en considérant la preuve, en considérant les arguments. Et quand vous écrivez votre décision, assurez-vous que les gens comprennent pourquoi ils ont gagné, comprennent pourquoi ils ont perdu et démontrez-leur que vous avez pris en considération ce qu'ils vous ont fait valoir. Ça résume Vavilov. Ensuite, et c'est pour ça qu'à la fin, on vous dit que ça a été pris en compte et évidemment, ça doit être équitable et licite. On continue. Le contrôle, selon la norme de la décision raisonnable, porte sur le processus décisionnel. Alors, c'est là qu'on vous dit, voyez-vous, on l'a mis en gras, on l'a souligné en plus, la culture de la justification, ce que je viens tout juste de vous énoncer. Il faut voir les motifs de la décision, il faut être capable de suivre et suivre le raisonnement, mais noter la dernière puce. Ce n'est pas juste que la décision est justifiable, ce qui était avant. Avant, on disait que ça fait partie des issues possibles. Il ne faut pas juste qu'elle soit justifiable, il faut que le décideur justifie sa décision auprès des personnes auxquelles il s'applique, comme je vous le mentionnais à l'instant. On voit ensuite que la norme, on dit la norme, elle va être unique. Ce ne sera pas que on va analyser ce qui est raisonnable dans la radiodiffusion, mais c'est différent ce qui est raisonnable dans la diffusion de ce qui est dans les relations de travail. Alors, elle tient compte quand ils l'ont énoncé, ils ont tenu compte de cette diversité. Et notez la dernière puce, on veut les contraintes juridiques, c'est-à-dire c'est la loi, la jurisprudence, et factuelle, la preuve. On veut que vous vous appuyiez sur la preuve. C'est le message fort qui est envoyé aux tribunaux administratifs en l'espèce ici. Bon, on arrive ensuite au motif écrit et on veut qu'il soit interprété à la lumière du dossier et en tenant compte du contexte administratif. Et j'ajoute une chose. Il y a un message qui est donné aux cours supérieurs, que dans la décision, on appelle les cours de révision, parce que dans la diversité au Canada, il y a selon les provinces, la terminologie, elle est diverse, mais essentiellement chez nous, notre cas à nous, Québec, la Cour suprême, on dit qu'il faut porter une attention particulière aux motifs. Ce qu'on veut que la Cour suprême fasse, c'est qu'elle décortique la décision. Et pas d'être tatillonne puis de dire « Ah, j'ai trouvé une petite erreur ici ou un élément là ou quoi que ce soit ». Mais il faut qu'elle regarde les motifs parce que, comme la Cour suprême le raisonne, si on met la barre un peu plus haute, qu'on exige que les tribunaux administratifs tiennent compte des représentations des parties, les arguments de droit, les faits, tiennent donc compte de la preuve et des plaidoiries qui ont été faites, des représentations qui ont été faites, bien, ils vont rendre des meilleures décisions. Puis en rendant des meilleures décisions, il va y avoir moins de révisions judiciaires qui vont devoir être accordées. Et c'est le but d'éviter et de réduire le nombre de litiges qui sont survenus en matière de révision judiciaire. Donc, on arrive à 9, et c'est pour ça qu'à 9, on vous dit, regardez, une décision raisonnable est à la fois fondée sur un raisonnement il manque un bout de mot ici, intrinsèquement cohérent et justifié. Intrinsèquement cohérent. Donc, il faut regarder à l'intérieur même de la décision pour trouver ça et justifier, encore là, droit et fait. Et notez la mention au numéro 1, raisonnement intrinsèquement cohérent, et notez ici, c'est une expression qui va revenir, comme vous allez voir souvent, la Cour de révision doit suivre le raisonnement, donc être capable de le comprendre, sans buter sur une faille décisive dans la logique. Une faille décisive, c'est la fin, parce qu'après ça, on ne pourra pas la sauver, parce que ce n'est pas le résultat qui va la sauver. Ce qui va la sauver, c'est le résultat, oui, mais le raisonnement et les motifs qui l'accompagnent. Et là, on parle évidemment des contraintes juridiques et factuelles. On vous en donne des exemples, régime législatif applicable. La Cour dit, on ne veut pas que vous alliez réécrire la loi. Ce n'est pas votre rôle de réécrire la loi. Et si la Cour supérieure a interprété cette loi-là, bien, tenez compte de ce que la Cour supérieure a eu à dire. On parle même de la preuve dont disposait le décideur. Alors, est-ce qu'il se méprend sur la preuve ou est-ce qu'il n'en tient pas compte? Bien, ça, c'est des failles qui vont être considérées comme des failles décisives. Pardon. Il y a deux éléments encore à mentionner, qui est celui, le contrôle en l'absence de motif. Puis évidemment, ça, c'est renvoyé au décideur. S'il n'y a pas mis de motif, il faut quand même lui renvoyer. Mais par contre, il y a un élément ici, c'est une belle trouvaille, c'est une belle innovation, parce qu'on finissait de plaider la révision judiciaire. Geneviève me le faisait remarquer encore récemment.
Et là, le juge nous regarde et dit, bon, mais je fais quoi comme remède? D'autre mot, le juge est porté à nous donner raison, mais j'annule, j'accorde le remède qui devait être accordé, je rends la décision qui aurait dû être rendue. Et là, on dit, la règle générale, c'est que vous renvoyez, mais il dit, vous ne renvoyez pas si ça ne sert à rien. Exemple, il y a une seule conclusion qui s'impose, ou si ça fait trop longtemps. Donc, c'est pour recommencer toute une série d'étapes. Et à ce moment-là, évidemment, il y a un souci important, une préoccupation, une attention qui est portée au justiciable et ne pas lui faire subir d'autres délais indus. Enfin, là, ça pose la question suivante parce qu'on le fait avec vous, la revue de la jurisprudence antérieure. Et là, on se pose, la Cour suprême elle-même se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces 60 ans de jurisprudence de la Cour suprême et des tribunaux supérieurs? Bien, on dit, première chose, c'est Vavilov. Ils nous le disent clairement. Première chose, c'est tenir compte de ce qu'on a dit ici. Mais évidemment, ils disent sur les questions de droit général d'importance capitale pour le système de justice, il y en a eu des raisonnements qui ont été tenus. Vous pouvez en tenir compte. Des questions qui sont liées aux délimitations des compétences, des compétences d'organismes respectifs. Il y a des décisions qui les ont délimitées, leurs compétences respectives, les en compte. Mais toute la question d'arriver devant une cour d'appel ou devant une cour supérieure, dire la décision, elle est raisonnable parce que, voyez-vous, la conclusion fait partie des issues possibles. Ça, c'est impensable de plaider ça aujourd'hui. Ça ne se fait simplement pas parce qu'à plus d'une occasion dans Vavilov, la Cour suprême le rejette. Ce qu'il faut faire comme exercice, c'est passer la décision en revue et voir la justification de la conclusion qui a été rendue par et ça, c'est la grande innovation. Et si je dirais aussi le grand bienfait, parce que le grand bienfait de Vavilov, ça va être dans un premier temps de dire, alors, voici maintenant dans quelle situation c'est la norme de la décision correcte, et Geneviève les a très bien résumé les situations, et voici maintenant, quand c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique, comment vous allez procéder à établir si la décision, elle est raisonnable. Alors, la Cour suprême, elle a rendu cette décision-là, mais il y a eu d'autres décisions qui ont été rendues le même jour. On le voit, il y a eu l'arrêt Bell Canada. Bell Canada, comme je vous le disais, c'était la substitution du signal du Super Bowl. Et dans Bell Canada, évidemment, l'article 9.1H de la loi sur la radiodiffusion obligeait le titulaire de licence en fait, le Conseil s'était prévalu de ça pour obliger à offrir le signal, empêcher la substitution permettre la substitution du signal, et uniquement pour les commerciaux. Alors, et il y a la Société canadienne des postes aussi qui concernait l'inspecter le lieu de travail. Est-ce que le lieu de travail, c'est les dépôts, les bureaux de poste, ou est-ce que c'est les rues, trottoirs, escaliers, partout où les gens se promènent? Et ce qui est intéressant ici, c'est que, et je conclue avec ça, c'est que quand on regarde Vavilov, quand vous y pensez, Vavilov, si on regarde la jurisprudence antérieure, on aurait très pu conclure que la décision de la greffière de la citoyenneté était raisonnable. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouvait et compte tenu du fait que ses parents étaient bel et bien au service de l'État russe, à ce moment-là, l'interprétation qu'elle donnait à la loi qui relevait d'elle-même, elle était chargée de l'appliquer et de considérer que ça n'était pas quelque chose qui s'appliquait aux enfants d'espions, aurait pu être considéré comme une décision raisonnable, certainement jusqu'alors. Et c'est pour ça qu'on vous dit que quand on pose les questions, est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est une remise en question, est-ce que c'est un rééquilibrage, bien, je le prends à l'envers. Au début, oui, c'est un rééquilibrage. Mais il y a aussi des éléments qui ont été remis en question, comme l'élément, est-ce que ça fait partie des usus possibles? Ça a été rejeté. Est-ce qu'il y a des éléments de révolution? Bien, je dirais qu'il y en a. C'est certainement pas une révolution, je veux être bien clair, mais il y a des éléments qui participent à ça dans le sens qu'on veut maintenant que les tribunaux inférieurs fassent leur devoir. On a compris qu'en mettant la barre trop haute pour la révision judiciaire, ce qui arrivait, c'est qu'il s'entraînait une certaine laisser-aller chez certaines instances administratives qui se disaient de toute façon, c'est impossible d'obtenir le contrôle judiciaire de mes décisions et je vais donc faire les choses
à la manière commode et laisser aller les exigences de rigueur. C'est le rappel que fait la Cour suprême. Elle met la barre plus haut et dorénavant, une décision pourra donc être plus aisément caractérisée comme étant déraisonnable à la lumière de ce qui a été donné. On se retrouve donc avec une démarche qui est clarifiée en ce qui concerne la norme de contrôle et on se trouve donc maintenant avec des outils pour établir quel est le seuil d'une décision déraisonnable. Alors, je vous remercie pour votre attention et comme je le disais, nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, j'en ai intégré beaucoup de questions parce qu'on les voit, nous, à l'écran. Peut-être vous ne les voyez pas. J'en ai intégré. J'ai remarqué que Geneviève a fait la même chose dans la présentation, mais il en reste sûrement qu'on n'a pas eu l'occasion de répondre. Alors, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.